Se forment sur tout ce qui est entrepreneuriat social, comprennent le concept. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Business Challenge. Le numéro d'aujourd'hui est consacré essentiellement à la jeunesse entreprenante du Niger. Comme vous allez le voir tout de suite, ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont pour l'essentiel des chefs d'entreprise présents ici au niveau de l'incubateur, du centre incubateur des petites et moyennes entreprises, font partie de cette nouvelle génération de Nigériens qui essaie d'apporter de l'innovation, qui essaie d'apporter une touche particulière pour développer de nouveaux métiers dans notre pays. Ces métiers vont des énergies renouvelables, des technologies informatiques et plusieurs autres métiers. Le Niger des talents, c'est ce que nous avons aujourd'hui à travers cette jeunesse. Nous allons écouter leurs différents témoignages, entendre leurs projets d'entreprise, entendre aussi leurs idées qu'ils vont partager avec nous et surtout, vous allez le voir dans ces échanges, ce sont des jeunes hyper créatifs, des jeunes qui essaient de trouver des solutions à nos problèmes quotidiens, des problèmes que peuvent rencontrer des entreprises, tout comme les ménages, les citoyens nigériens. Alors, cette émission, nous la faisons dans le cadre d'un partenariat entre Business Challenge et le centre incubateur. Nous allons tout de suite, après, interviewer le directeur général du centre incubateur qui va nous parler, lui, quant à lui, du rôle de l'incubateur, mais aussi beaucoup plus de sa valeur ajoutée dans le cadre du développement des entreprises au Niger, mais aussi dans l'accompagnement de la petite entreprise naissante pour qu'elle puisse évoluer, se développer et par la suite voler de ses propres ailes. Restez avec nous. Nous allons par la suite recevoir pour notre plateau des jeunes Nigériens qui étaient, il y a quelques semaines, aux États-Unis pour représenter notre pays au forum des Young Leaders, des jeunes leaders sur les questions économiques, mais aussi sur les questions de développement social. A tout de suite, je reviendrai vers vous pour nos autres rubriques. Vous allez le voir, notamment dans la rubrique Vie d'incubateur, où nous nous entretenons avec le directeur général de SUPMEN, le centre incubateur, mais restez avec nous aussi pour suivre notre page RSE. À tout de suite. Les gens se présentent et se connaissent. Il y a des nouveaux, je pense qu'il y a un nouveau défi d'architecture. En fait, on va s'asseoir en groupe pour les gens qui ont des projets sociaux. Ils pourront en fait présenter leurs projets sociaux. Je me nomme Madame Seydouine Kassé Abdoubako. J'occupe le poste de la secrétaire administrative. Madame Seyni Fatouma Tabako. Donc je suis celle qui prend soin de vous, celle qui fait en sorte que tout se passe bien ici. J'occupe le poste de Project Manager officiel. Et j'ai 10 ans d'expérience communautaire. J'ai toujours travaillé en association, dans les ONG et tout. Et justement, ça m'a valu en 2010 d'être identifiée comme Young African Leaders. Et j'ai eu la chance de participer au forum du président Obama en 2010. Je m'appelle Mato Salissou. Donc, je suis le Business Manager Developer pour le centre incubateur. En d'autres termes, en fait, c'est moi qui m'occupe des entreprises incubées, mais aussi des pré-incubés qui sont ici à SUPMEN dans tout le domaine qui vont permettre aux pré-incubés
de développer leur plan d'affaires et par la suite de créer leurs entreprises qui pourront être intégrées à l'incubateur. Mais aussi aux entreprises incubées de développer leurs affaires et au bout de 3 ans d'être en mesure de se prendre en charge en quittant l'incubateur. Je me présente au nom de Mahaman Oumarou Awelsou. Donc je représente l'entreprise Jimafor Engineering Sarl. Donc Jimafor, c'est un groupe d'ingénierie, de management et de formation et de recherche. Donc c'est une entreprise qui est constituée des ingénieurs et des docteurs, donc nigériens et des Nigériens qui sont de la diaspora. Donc nos principaux secteurs d'activité sont les énergies renouvelables, la sécurité électrique et les formations. Hussein Hashim Mamadou. Je suis dans le staff du SIPMEN en tant que Community Manager. Mon rôle, c'est d'aider les incubés, les pré-incubés ainsi que le SIPMEN à avoir une certaine autorité sur Internet. À part ça, je suis aussi entrepreneur. J'ai également été lauréat au prix Osiwa pour la finale. Et j'ai aussi un projet pour lequel j'ai reçu une mention spéciale lors du FIGEP. Donc actuellement, ce sont les 2 projets qui sont bientôt lancés. Le premier projet, c'est le projet Nassani, qui est un projet qui va permettre de dématérialiser l'obtention des documents administratifs. Aujourd'hui, nous avons constaté que pour se faire, par exemple, le passeport ou une carte d'identité, d'abord c'est difficile d'avoir l'information, mais généralement aussi les procédures, c'est généralement long. Donc Nassani viendra pallier à ce problème-là. Le second projet, c'est le projet Aljama, qui va permettre de financer les entreprises, actuellement surtout en Afrique en général. Et le plus grand problème des entrepreneurs, c'est l'accès au financement. Donc aujourd'hui, il y a ce que nous appelons le crowdfunding ou le financement participatif, qui vraiment est une solution alternative pour nous, Africains, mais malheureusement, il y a peu ou n'existe pas de plateforme qui répondent vraiment à ce besoin-là. Donc Aljama sera une plateforme pour vraiment aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à avoir accès facilement au financement et développer leurs projets. Voilà. Donc en ce qui concerne les énergies renouvelables, là on a des grands projets en perspective. Donc par exemple, on a un grand projet qui va consister donc à électrifier un village donc avec le solaire. Donc, ça c'est un projet pilote et en plus de cela, après on va faire le bilan. Donc si ça se passe très bien, donc on souhaite, on envisage d'électrifier la plupart des communes rurales du Niger. Donc à part ce projet, on a le projet des moulins solaires. Donc les moulins solaires, c'est pour permettre aux femmes rurales de bien mener normalement leurs activités. Donc ainsi aussi donc de réduire les coûts des factures, que ce soit chez l'aménageur et aussi chez le gérant du moulin. Bon, parce qu'on ne paie pas du carburant, donc on ne paie pas du gasoil pour faire fonctionner le moulin. Et en plus de ce moulin, on a un autre projet qui consiste donc à installer des pompes solaires. Donc les pompes solaires, et c'est surtout pour l'irrigation au niveau des jardins, au niveau des cultures maraîchères, des champs maraîchers. Et aussi donc pour pouvoir pomper de l'eau pour ravitailler par exemple les bétails des éleveurs ou bien pour alimenter les villages aussi, donc qui ont des puits ou bien des villages qui n'ont même pas de puits. Mohamed Faji, je suis étudiante en 3e année droit privé à l'université Abdou Moumouni de Niamey et admissible au BTS d'État communication des entreprises. Ici je suis stagiaire à Impact Femmes et Médias. Hadiz Ali Souna. Je passe en 4e année de droit à l'université canadienne. J'ai un projet de fabrication de produits cosmétiques en général et de parfums en particulier. Moi c'est Issoufa Aram, je suis en licence de biochimie à l'université de Niamey et je représente le projet Job Express. Job Express est une plateforme où, par exemple, où on va répertorier les gens qui sont dans l'informel, par exemple les plombiers, les mécaniciens. Par exemple, quand on tombe en panne chez soi, on a besoin d'un plombier, on part directement sur la plateforme de Job Express. Il y a une liste de profils
répertoriés où on peut choisir directement un plombier qui peut venir faire le travail, et une fois le travail effectué, ce plombier rentre chez lui et le client le paye à travers Money Express ou bien Orange Money. De là, Job Express paye directement la personne. Ibrahim Aliou Sanda. Alors, nous sommes une entreprise qui met en valeur 3 produits principaux. Premièrement, c'est dans le domaine de la communication. Nous sommes allés dans un constat où actuellement la connectivité Internet, elle est disponible au Niger, mais malheureusement, elle n'est pas très facile d'accès. Soit c'est lié à certains endroits où il n'y a pas de connexion, soit c'est lié au coût. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de faciliter l'accès à cette communication, à cette bande passante Internet, pour pouvoir faire en sorte que la majorité des Nigériens puissent accéder à Internet. Pour cela, nous allons mettre en place un certain nombre de solutions, notamment de hotspots Wi-Fi. C'est des points de connexion Wi-Fi un peu à travers les zones stratégiques, par exemple les écoles, les centres commerciaux, etc. Et permettre aux gens de pouvoir se connecter très facilement à Internet, notamment à travers des forfaits très faciles d'accès ou bien à travers des connexions à la minute, etc. Mohamed Diallo Abdoumouni, je suis le directeur général de DesiSoft. Entendez par DesiSoft, ingénierie informatique soft. Donc nous intervenons dans le domaine éthique de façon générale, mais plus précisément dans quelques domaines parce que l'éthique là c'est vaste. Donc nous intervenons dans le développement des applications, donc des logiciels de gestion pour nos clients, bon, pour nos clients et ceux qui sont intéressés par nos produits, quoi. Donc, et aussi nous intervenons dans le graphisme. Donc nous faisons de l'infographie, tout ce qui est conception graphique, tout ça on fait. Nous faisons aussi de la formation, la conception des sites web, tout ça là nous faisons. Donc nous avons un terrain un peu large donc, dans lequel nous intervenons. Je m'appelle Seibou Amadou, je suis de Haske Solaire. Haske Solaire qui est une société qui offre de petites solutions solaires, plusieurs commerciaux de Haske Solaire. On a 4 circuits de distribution, je gère toute la chaîne de distribution. Un axe sur Tilaberi, un axe sur Balayara, un axe sur Saga et un autre axe sur Saï. Bientôt, nous allons être à Zender pour commercialiser les lampes solaires parce que nous offrons des petites solutions solaires pour des communautés rurales qui n'en disposent pas et ça leur permet d'alléger les tâches dans les travaux de foyer. Ça permet facilement d'accélérer l'éducation des élèves, plus précisément les jeunes filles en communauté rurale qui ne disposent pas d'éclairage la nuit. Voilà. Ça va? Amis téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois encore pour cette partie plateau avec le CIPMEN. Alors nous avons vu tout à l'heure tous ces jeunes-là qui sont motivés, qui sont en train d'apporter des innovations et des solutions à l'économie nationale et aussi à notre société. Alors ces jeunes sont hébergés dans le cadre du centre incubateur de la petite et moyenne entreprise et justement nous allons en parler. Je suis avec le directeur général du centre de la petite et moyenne entreprise, du centre incubateur de la petite et moyenne entreprise. Nous allons échanger autour de ces questions. Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, Seydou. Alors, Mokhtar, on va commencer très rapidement à se poser la question sur un centre incubateur au Niger aujourd'hui. Comment vous allez définirez-vous ces centres-là? Parce que bon, on sait que par le passé, il y a eu quand même des initiatives d'incubateurs au Niger qui n'ont pas forcément réussi, en tout cas qui n'ont pas pu prouver des vrais résultats. Aujourd'hui, quelle serait la particularité aussi de l'incubateur que vous avez mis en place? Merci Seydou pour l'opportunité en tout cas, que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer. Le centre donc, incubateur des PME au Niger est une initiative qui est née du partenariat public-privé dont le secteur privé est à l'initiative. C'est un incubateur, c'est un terme qui est issu de la biologie. Il consiste en fait à incuber
donc à mettre des cellules souches et puis derrière à permettre de les multiplier, ou des œufs permettre d'avoir des poussins. Donc on peut, à travers un incubateur, dans le domaine de l'entrepreneuriat, de projet. Dans le cas de l'université, l'exemple que vous avez cité, c'est un incubateur académique qui permet d'incuber des porteurs de projets qui viennent des étudiants véritablement. Dans notre cas, c'est un incubateur business. C'est le premier du genre et il permet de donner des outils et les clés pour des entreprises qui démarrent, donc des startups, des PME innovantes, de pouvoir croître très rapidement. Comme tu le sais, 80% des entreprises qui se créent meurent dans les 3 ans. Oui, de manière générale. De manière générale. Exactement. Donc dans un incubateur, tout s'inverse. C'est ce que montrent les statistiques. Donc nous voulons véritablement créer des entreprises donc, de grande qualité, donc qui ont une gouvernance saine, parce que nous conseillons donc, sur le domaine fiscal et comptable ces entreprises, mais également pouvoir inspirer avec ce petit nombre, un grand nombre donc, de porteurs de projets innovants. Okay. Alors justement, nous avons vu ces porteurs de projets, ces jeunes entrepreneurs qui sont exprimés et on voit des complémentarités, des possibilités de synergie entre elles. Bon, j'aimerais quand même qu'on revienne aujourd'hui, quels sont les secteurs sur lesquels le CIPMEN, le centre incubateur de la petite et moyenne entreprise que tu diriges, fait focus. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers sur lesquels le CIPMEN met l'accent aujourd'hui? Tout à fait. Nous avons choisi donc de mettre l'accent sur 3 secteurs d'activité. C'est les énergies renouvelables, l'environnement et les TIC. Les entreprises que nous accompagnons aujourd'hui au nombre de 6 œuvrent dans ces secteurs-là. 4 dans les TIC, 2 donc dans les énergies renouvelables. Nous accompagnons également 6 porteurs de projets qui viennent de secteurs d'activité, cette fois-ci beaucoup plus élargis. À travers un programme de 6 mois, nous les aidons avec d'abord qu'ils puissent acquérir un prototype. Après l'acquisition du prototype validé par le marché, nous construisons le business plan avec eux. C'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Okay. Alors maintenant, nous pouvons parler peut-être des perspectives de ce centre incubateur-là. Aujourd'hui, 6 entreprises incubées. Bon, ce n'est pas grand-chose par rapport aux besoins nationaux, mais en termes de projection, à moyen terme, quelle serait la capacité du CIPMEN en termes d'hébergement de l'entreprise? Mais puisque tu nous disais aussi dans nos discussions en off que l'incubateur fonctionne aussi comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il doit être rentable. Et c'est ce que j'aimerais aussi qu'on parle des activités que le centre va mener pour pouvoir se rentabiliser. Tout à fait. Donc, merci, je vais commencer par la fin. Effectivement, le modèle du CIPMEN est innovant en soi. Et cela au niveau, on va dire, mondial, au niveau international. Une première expérience a été menée au Sénégal qui porte des fruits, en tout cas des résultats assez concluants. Donc nous nous inspirons de ce modèle qui est un modèle qui doit nous conduire à l'autonomie financière au bout de 5 ans. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut générer des revenus, clairement. Ce n'est pas comme les projets que nous connaissons qui démarrent et qui meurent au bout de... Parce qu'il n'y a plus un appui financier. Il n'y a plus un appui financier, exactement. Et donc les bénéficiaires de ce programme-là ou de ce projet-là sont laissés à eux-mêmes. Donc nous voulons un outil durable. Tout comme les entreprises que nous accompagnons, nous les voulons durables. Donc nous nous rémunérons sur la croissance des entreprises que nous accompagnons. Par exemple, une entreprise qui rentre chez nous avec un chiffre d'affaires de 20 millions, au bout de la première année d'activité et d'accompagnement que nous faisons ensemble, elle génère 30 millions de chiffre d'affaires. Nous, sur les 10 millions qu'on a générés ensemble, nous prélevons 7%. Donc c'est 700 000 francs que nous prélevons auprès des entreprises sous forme de royalties pendant 3 ans. Donc ce programme dure 3 ans. Et avec ce modèle, sur les projections, donc en nous disant que chaque entreprise va croître chaque année de 33% à peu près, nous sommes certains que nous serons viables financièrement. Surtout que c'est des entreprises qui sont quand même sur des secteurs de niche, des domaines assez innovants. Et, on peut supposer que leur rentabilité est presque garantie. Exactement. C'est des entreprises, donc, comme les startups, on le sait, c'est des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Et l'innovation donc,
dont elles font en tout cas l'apologie, c'est une innovation d'usage qu'on peut facilement passer à l'échelle, pas forcément des innovations technologiques. En tout cas, on a vu des cas comme Desisoft qui est dans une approche de répondre à des besoins locaux et de s'adapter à la demande qui existe. Et ça, c'est une bonne approche en termes de solutions. Maintenant, venons à l'aspect, en tout cas, perspective de croissance et de capacité d'accueil du SIPMEN. Bon, 6 aujourd'hui. Combien dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, lorsque le SIPMEN serait autonome? On peut envisager combien d'entreprises? Alors, à terme, donc au bout de 3 ans déjà, nous comptons atteindre 30 entreprises. L'année prochaine, nous allons certainement recruter de nouvelles entreprises. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas d'avoir le grand nombre. C'est un modèle qu'on est en train de développer. Une fois qu'on a fait nos preuves, c'est quelque chose que nous pouvons dupliquer dans toutes les régions du pays. Et nous lançons un appel véritablement auprès des autorités, auprès des bailleurs, pour que ce type d'initiative puisse être dupliqué dans les régions. Beaucoup de personnes donc des régions nous contactent pour nous dire pourquoi est-ce qu'on ne vient pas à Maradi, à Zender ou à Agadez. Pour l'instant, nous n'avons pas les moyens et nous voulons d'abord prouver ce modèle. Au bout de 3 ans, lorsque ces entreprises auront fait la preuve de leur viabilité financière et de leur performance, en tout cas dans le cadre du contrat de performance que nous avons ensemble, nous souhaitons dupliquer ce modèle dans les régions pour pouvoir incuber et la qualité d'autres entreprises. Exactement, et puis inspirer. Alors peut-être qu'on va finir sur ce point, puisque tu parlais tout à l'heure des bailleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qui sont les bailleurs ou bien les partenaires qui soutiennent la viabilité du SIPMEN? Merci. Donc c'est une excellente question. Donc d'ici notre autonomie financière, nous sommes soutenus dans le cadre d'un partenariat public-privé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le secteur privé qui est vraiment moteur dans ce projet. Et le secteur privé nous finance, c'est notamment le groupe Orange, Orange Niger, c'est la BOA, c'est la SEN à travers Veolia et Veolia. C'est également Gamma Informatique, Synergie SA qui est un fonds d'investissement local donc du Niger. Et côté secteur public, nous avons aussi d'autres partenaires, donc comme le ministère du Commerce, la Chambre de commerce, l'université, qui est un partenaire stratégique pour nous. L'université de Niamey. De Niamey, exactement, à Bounoumouni, avec lesquels nous travaillons justement sur la redynamisation de l'incubateur dont on parlait tantôt. Donc cet incubateur, nous accompagnons l'université dans ce processus de redynamisation. Alors, juste pour finir, parce que je voulais finir sur la question que je viens de poser, mais je pense qu'il y a un point sur lequel beaucoup de nos téléspectateurs auront envie quand même d'avoir des informations. Qu'est-ce qui pousse des acteurs du privé à soutenir un incubateur? Pour eux, c'est quoi l'intérêt de cet incubateur-là? C'est une excellente question. Pour la plupart de nos partenaires, c'est dans le cadre de leur projet RSE. Parce que c'est quelque chose que ton émission est en train de promouvoir. Dans le cadre de leur RSE, ces entreprises du privé font beaucoup. En termes de construction de classes, cases de santé, etc. C'est important, il faut le faire. Mais nous savons que c'est l'économie qui tire un pays. Si l'économie marche, tout va bien. C'est-à-dire qu'on pourra construire des classes, on pourra... Donc ils se sont dit que ce serait bien d'aider ce type d'initiative pour créer des champions de demain. C'est pas fini. Ces champions de demain vont leur permettre derrière de pouvoir sous-traiter. D'avoir aussi des possibilités d'innovation. D'innovation, de produits nouveaux, de services nouveaux et de sous-traitants de grande qualité pour lesquels aujourd'hui on fait appel à de la main-d'œuvre extérieure. Merci beaucoup Mokhtar pour cet échange-là. En tout cas, je signale à nos téléspectateurs que cette émission avec le SIPMEN, en tout cas cette rubrique avec le SIPMEN que nous avons intitulé Vie d'incubateur est le fruit d'un partenariat entre le Centre Incubateur et Business Challenge. Et donc dans le cadre de ces partenariats, nous allons nous revoir une fois par mois pour parler de la vie des entreprises qui sont incubées, mais aussi échanger davantage sur ce que pourrait apporter un incubateur à l'économie et à la société nigérienne. Donc c'est des rendez-vous périodiques que vous aurez avec nous. Restez
fidèles à cette page vie d'incubateur. Et aussi, je pense que très probablement, Mokhtar reviendra sur d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette deuxième phase du plateau de cette émission Business Challenge que nous organisons sur la jeunesse entreprenante du Niger. Alors, dans cette partie, je rencontre les jeunes Nigériens qui ont représenté notre pays au forum des Young Leaders, des jeunes leaders, qui s'est passé durant le mois d'août aux États-Unis d'Amérique notamment, où plusieurs jeunes de plusieurs pays se sont rencontrés, des jeunes qui provenaient de la société civile, du secteur privé, mais aussi du domaine public, de l'administration publique. Alors j'ai les jeunes qui ont représenté le Niger avec moi aujourd'hui sur ce plateau. Nous allons d'abord recevoir sur ce plateau les jeunes qui ont représenté le Niger au titre de la société civile. Et là, j'ai avec moi Reina Barrow, qui est une jeune dame dynamique, qui est active dans un cabinet d'audit. Elle est auditrice, mais elle est aussi une dame militante parce qu'elle organise un certain nombre d'activités au sein de sa structure pour promouvoir la gente féminine, pour promouvoir le leadership féminin. Reina, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut. Merci. Alors, deuxième invité de ce plateau, c'est Sani Ayouba. Sani Ayouba, qui est aussi militant de la société civile, notamment dans le domaine de l'environnement et aussi dans le domaine de l'écologie. Sani, bonsoir. Bonsoir, M. Soumé. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais présenter brièvement ce que chacun d'entre vous faisait comme carrière. Je pense que je vais vous passer la parole pour expliquer davantage ce que vous faites en termes de métier, mais aussi en termes de contribution dans notre économie et dans la société. Alors, je commence par Reina. Reina, parle-nous un peu plus de ce Women Help que tu as implanté dans ton entreprise. D'accord, merci. En réalité, ça s'appelle le Ladies Hub. C'est ça l'orthographe exacte, voilà, de la structure. Et c'est une entité qui se trouve à l'intérieur du cabinet dans lequel je travaille. Donc c'est une entité que j'ai créée avec l'aide de mes collègues femmes qui regroupe toutes les femmes de l'entreprise et qui vise à s'échanger des expériences tant sur le point de vue professionnel que sur le point de vue personnel. Parce qu'on est dans une société où les rapports hommes-femmes font qu'on a plus, en tant que femme, on a plus de facilité à aller vers nos consoeurs pour de l'aide que vers nos confrères. Donc ce hub a vraiment pour objectif de promouvoir la femme au niveau actif, au niveau de la... sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. Alors, quel type d'activité vous réalisez dans le cadre de ce hub? Bon, le hub, à l'origine, a été fait pour les femmes, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tantôt, s'échanger nos expériences personnelles et professionnelles. Mais après, on a étendu nos activités, on fait du bénévolat, notamment on essaie de parrainer un orphelinat. On fait des fois des collectes de fonds, des dons, des habits, pour emmener au niveau de ces orphelins-là. Et on essaie de nous organiser de temps en temps lors qu'il y a des événements sociaux au sein du cabinet, de les organiser de nous-mêmes. On gère aussi pas mal d'activités et notamment au niveau du ramadan, on essaie de faire des collectes de fonds, de nourriture et aller vers les plus démunis pour leur distribution. Pour apporter une contribution. Ok. Alors, nous allons maintenant voir avec Sani, qui est le directeur exécutif, je pense, de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. C'est cela? Voilà, les Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Alors, l'environnement dans un pays comme le Niger, c'est un enjeu important, un pays qui est 3/4 désertique, et je pense que c'est une mission extrêmement importante. Alors, parlez-nous un peu plus de cette organisation et de ce qu'elle fait. Notre organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement a été créée en 2009 par des jeunes Nigériens qui sont vraiment conscients de l'enjeu, des enjeux en tout cas au niveau de l'environnement. Et nous avons créé cette organisation par les jeunes pour les jeunes pour faire en sorte que la jeunesse nigérienne puisse s'impliquer pleinement au processus du développement durable. Depuis l'avènement de la conférence de Rio de Janeiro en 1992, on parle du sommet de la Terre, on parle de question de développement durable. Donc pour nous, il était important
face en tout cas aux défis énormes qui s'opposent à notre pays en termes de climat, en termes de beaucoup d'aspects, nous nous sommes dit comment en tout cas en tant que jeunes on peut apporter un plus. C'est ainsi que l'organisation est née par des jeunes qui ont en tout cas qui ont des profils assez différents, mais qui sont tous unis par la même cause, celle de préserver l'environnement, celle d'apporter un peu plus. Donc c'est ainsi que notre mission principale est de contribuer à l'amélioration de l'environnement, de contribuer à l'amélioration de l'environnement, du cadre de vie, et surtout de faire en sorte que les jeunes et les femmes puissent s'impliquer pleinement. Parce que quand on regarde toutes les questions relatives à l'environnement, on se rend compte que les jeunes et les femmes sont souvent les plus vulnérables ou les victimes. Donc nous, c'est de renverser cette tendance pour qu'elles puissent apporter. Plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de vos réalisations? Je peux dire que nous avons réussi à implanter des antennes au niveau des régions, des 8 régions du Niger. Et surtout, nous avons 3 projets que nous sommes en train d'implanter, de mettre en œuvre depuis 3 ans. Le premier est relatif aux questions de changement climatique. Comment faire en sorte que les femmes et les jeunes puissent faire face mieux, en tout cas s'adapter aux questions de changement climatique. L'autre projet, c'est un projet qui est relatif aux questions de l'énergie. Vous savez, on ne peut rien faire sans énergie, mais surtout, nous prenons ce que nous appelons les questions d'énergie propre, les énergies renouvelables. Donc faire en sorte que notre pays, qui a un potentiel énergétique assez important en matière du solaire, que les Nigériens puissent en profiter et faire ça, faire de l'électricité et de l'énergie pour tous. Alors, on va en parler plus tard, beaucoup plus en détail, mais dans le cadre de cette émission, nous nous intéressons beaucoup plus aussi à ce qui s'est passé dans le cadre de ce forum. Vous avez représenté le Niger et quand même, il faut le souligner, c'est un honneur extrême d'être choisi parmi les 13 millions de jeunes Nigériens pour représenter le pays. Et je pense que lors de ce forum, il y avait environ 500 jeunes de différents pays. Ça veut dire que chacun a été trié sur le volet, comme on dit. Alors, Reina, je reviens vers toi. Parle-nous un peu de ce processus. Comment est-ce que tu as pu être identifié par ceux qui organisent le forum et comment tu as pu être sélectionné pour représenter les jeunes filles leaders dans le domaine de la société civile? D'accord. Donc je vous remercie. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vraiment féliciter tous ceux qui ont voulu postuler à ce YALI. Et franchement, je les encourage parce que je suis sûre que la différence s'est faite à des petits détails. Je les encourage vraiment à continuer dans ce sens-là. Bon, pour en revenir à l'identification de Reina au sein du YALI, c'est surtout grâce au hub, ce hub-là. Je pense qu'ils étaient intéressés par ce que font les jeunes, les femmes en général, et ils avaient besoin d'une personne qui puisse représenter peut-être la jeune féminine. Bon, j'ai toujours été intéressée par les questions du genre, ça a toujours été une passion pour moi, une vocation pour moi. Donc j'ai été identifiée grâce au hub parce que j'ai entendu parler du YALI à travers, on va dire, de bouche à oreille. C'était vraiment pas formel du tout. Et c'est grâce à ça que j'ai pu aller postuler. Donc tu as postulé, tu as été retenu. J'ai passé un entretien, ils m'ont demandé mes motivations, je leur ai expliqué. Et voilà, j'ai eu l'honneur et le privilège de représenter la jeune féminine. Alors je vais poser la même question à Sani. Sani, ça s'est passé comment dans ton cas? Moi je pense que c'est également la même chose, mais surtout ce qui a été un atout pour moi, je pense que c'est dû vraiment à mes multiples engagements au sein de la jeunesse nigérienne. Je suis au niveau du Conseil national de la jeunesse, j'ai des engagements au niveau de l'association des scouts du Niger. Donc entre autres, je suis engagé, présent sur les médias sociaux, on a un blog, etc. Donc je pense que c'est la somme de toutes ces activités qui ont fait en sorte qu'ils m'ont dit que bon voilà, tu es un jeune qui est assez actif, qui a fait des preuves. Parce qu'il faut reconnaître, le programme YALI est vraiment pour les jeunes qui ont fait des preuves, qui font des initiatives, qui font des efforts pour amener les autres à s'engager, pour apporter quelque chose, pour changer les choses au sein de leur communauté, au sein de leur pays. Moi, je pense que c'est surtout dû à vraiment mes multiples engagements. Alors donc, un jeune qui s'engage, qui prend de l'initiative, finalement, est un jeune aussi qui a du potentiel pour aller vers ce type de tribune, de plateforme. Alors, bon, parlons un peu plus de ce qui s'est passé, parce que bon, vous êtes parti et je pense que lors de ce forum, ce qui vous a intéressé le plus, c'est la marche de la société civile et des expériences apprises au contact d'autres nationalités. Alors,
qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Je vous parle à tous les deux, mais je commence par Raina. Voilà, le privilège aux femmes. Absolument. Non, je pense que réellement c'est l'expérience de toute une vie. Ça a été très enrichissant pour moi. Déjà, moi, ça a été ma première confrontation avec le continent américain. Je ne connaissais pas avant. Et le tout premier contact, ça a d'abord été le choc culturel. Et en matière d'engagement, ce que je peux en retenir, c'est que les Américains sont des gens qui sont intimement attachés à la communauté. C'est des gens qui veulent aider. C'est des gens qui ont vraiment ce... C'est-à-dire qui ont l'esprit du citoyen, comme on dit, hein? Un vrai citoyen qui contribue à... Lorsqu'il y a l'hymne national qui passe, que ce soit à la radio, à la télé, ou devant eux en live, ils ont la main sur le cœur, ils chantent avec eux et on ressent vraiment ce patriotisme. Donc je pense que c'est des gens qui sont vraiment profondément attachés à leur communauté et ils font de leur mieux pour s'investir dedans, de par leur expertise, de par leurs moyens financiers et de par différents canaux. Donc ça m'a énormément touché et je pense qu'on a besoin d'implémenter certaines Et quand tu leur dis que tu viens d'un pays comme le Niger, quel feedback tu reçois des Américains que tu as côtoyés ou bien des autres nationalités? J'ai l'habitude de dire qu'ils ne connaissent pas tellement le Niger. Ils ont tendance à nous confondre avec le Nigeria, qui est un pays anglophone. Et justement, on essaie de leur apporter une petite connaissance vis-à-vis du Niger. On leur dit que c'est un pays d'Afrique de l'Ouest à côté du Nigeria, mais que ce n'est pas le Nigeria. On leur fait comprendre que c'est un pays francophone. On leur fait comprendre qu'on a aussi pas mal de richesses culturelles. Et voilà, donc on apporte notre contribution en leur décrivant notre pays, en faisant la promotion de notre pays. Il y a des choses qui se font, il y a du moins bon chez nous, mais il y a aussi des choses qui se font. Alors par exemple, aujourd'hui, on sait quand même que nous sommes un grand pays où il y a une société civile assez forte, en tout cas qui se développe, même si l'esprit citoyen, ça reste à venir. Et là, je reviens vers Sani. Alors Sani, quand tu pars, toi, qu'est-ce que tu as appris lorsque tu es parti aux États-Unis en côtoyant les autres nationalités et aussi l'esprit américain? Je voudrais surtout mentionner que le programme Civic Leadership auquel nous avons pris part était un programme qui était bien structuré pour nous permettre d'abord de comprendre un peu dans l'histoire américaine. Vous savez, il y avait des gens tels que Martin Luther King et autres qui ont fait des preuves en termes de civic leadership. Donc c'était pour nous de savoir un peu l'historique de ceci. Mais surtout ce qui était le plus important à mon avis, c'était les participants. Nous étions 500, mais comment répartir les gens? Les 6 premières semaines aux États-Unis, nous étions répartis dans 20 universités. Donc dans ces 20 universités, quand tu regardes, on était 25 à l'université de Berkeley en Californie. Mais quand on regarde, on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes intérêts par rapport aux questions de jeunesse et par rapport aux questions de l'environnement, du développement durable. Donc ce qui a beaucoup facilité l'intégration et le partage d'expériences. Donc non seulement moi j'ai pu échanger avec les 19 nationalités avec lesquelles j'étais pendant les 6 semaines, mais surtout avec les Américains avec lesquels nous avons rencontré, les ONG américaines qui sont actives sur les questions de l'environnement, sur les questions du développement durable. Donc nous avons échangé avec eux, nous avons fait des activités d'intérêt communautaire, les mêmes que nous faisons ici, auxquelles par exemple certains pensent qu'il faudrait leur donner de l'argent, etc. à la fin, mais nous avons eu à faire à nettoyer la plage, à faire des salubrités. Et là-bas, ça se fait comme ça, parce que les gens ont envie de le faire. Parce qu'ils pensent qu'ils sont convaincus que ça participe à leur bien commun. Alors parlons maintenant, puisque nous sommes presque à la fin de nos 15 minutes, on a 15 minutes par plateau. Et, vous nous avez dit ce que vous avez appris. Maintenant, concrètement, à quoi ça va vous servir le fait d'être parti pour ce forum-là et d'avoir participé à des séances de formation et d'échange? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter de plus dans votre carrière ou dans votre vie d'entrepreneur? Raina? Moi, personnellement, je me sens grandi par rapport à tout ça. Parce que j'ai eu à aller dans une ville qui s'appelle la Nouvelle-Orléans. De français, de l'anglais, de l'espagnol. Et en fait, c'est une ville qui a été fortement frappée par Katrina. Et c'est des gens, lorsque tu vas à leur rencontre, ils se sont reliés de cette tragédie. Et c'est des gens qui vont de l'avant. Donc, ils te transfèrent leur confiance en l'avenir. Et je pense que c'est déjà ça que j'ai appris en premier. Comment avoir confiance en l'avenir? Comment ne pas perdre espoir quand tous les signaux, quand tous les indicateurs sont au rouge? C'est des gens qui sont repartis de rien. Les villes étaient inondées. Ils ont réussi à reconstruire la ville, à avoir de nouvelles infrastructures. Donc c'est vraiment une... Donc tu es revenu plus forte, plus convaincue. Ça c'est une bonne chose. Sani,
Je dirais la même chose aussi, mais surtout moi, c'était surtout le réseautage. Je pense que j'ai pu nouer beaucoup de relations avec d'autres organisations qui font presque la même chose que ce que nous faisons. Et surtout, ce qui m'a le plus motivé, c'est de voir comment les entreprises, en tout cas, respectent leurs responsabilités sociétales et environnementales. Ce qui est un peu rare ici chez nous, mais quand tu vas aux États-Unis, des grandes entreprises, des grandes firmes, donner de l'argent ou apporter quelque chose en termes sociaux et surtout par rapport à la préservation de l'environnement. Je pense que c'est énorme et je pense que nous devons aussi trouver les voies et moyens pour que nos entreprises ici, les grandes sociétés qui polluent l'environnement, puissent faire quelque chose pour réparer. Et je pense que mon organisation, nous allons en tout cas nous intéresser à cette question pour voir comment amener les entreprises à être plus citoyennes, à être plus regardantes envers l'environnement. C'est pour ça que dans Business Challenge, nous avons une rubrique qui s'appelle page RSE. Et une rubrique régulière et chaque fois nous revenons sur les questions RSE en 5 minutes. En tout cas, merci beaucoup Sani, merci Reina d'être passé au titre de la société civile. Nous allons passer au prochain plateau où je vais recevoir les 2 représentants du secteur privé qui ont représenté les jeunes leaders dans le domaine des affaires au Niger. Donc restez avec nous, chers téléspectateurs, à tout de suite. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce deuxième plateau avec toujours les jeunes leaders. Cette fois-ci, je reçois 2 jeunes leaders qui ont représenté le Niger au titre du secteur privé. Alors, il s'agit de Kader Kanei et de Sarah Ferjani. Kader Kanei qui est responsable d'un cabinet d'audit, il va nous dire lequel, et qui est parti représenter le Niger, notamment en tant que jeune leader actif dans le domaine, dans le monde des affaires, mais aussi Sarah Ferjani. Sarah Ferjani, qui est aussi jeune entrepreneur, à ce que j'ai appris, qui est en train de se préparer à mettre sur le marché un certain nombre de produits innovants. Elle va nous en parler. En tout cas, ravi de vous recevoir tous les 2 sur ce plateau de Business Challenge. Nous avons 15 minutes pour échanger et je vais commencer comme d'habitude. On donne toujours à la ladies first. Alors Sarah, parle-nous un peu de ton parcours, de ton projet et de ce que tu es en train de faire, avant qu'on ne rentre dans le détail de comment tu as représenté le Niger lors du forum des jeunes leaders aux États-Unis. D'accord. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, en effet, je suis nouvellement entrepreneur. Avant tout, je travaille, j'ai 2 vies, disons. Je travaille en tant que dans le secteur, dans l'humanitaire. Je travaille pour le PAM, le bureau du Niger. Je travaille depuis 1 an et demi. Lequel? Programme alimentaire mondial. Ah, le PAM. Oui, le PAM. Ok. J'y travaille depuis 1 an et demi. Donc ça, c'est mon activité régulière. Et depuis quelques temps, je suis en effet avec ma partenaire en train de créer ma marque. Une marque qu'on appelle une marque de cosmétiques bio, créée au Niger et en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qu'on est plus ou moins en train de monter. Ok, ça marche. Alors Kader, parle-nous de ce que tu fais, de ton cabinet, parce que tu es à la tête d'un cabinet d'audit. Et aussi de comment aujourd'hui ce cabinet-là se développe dans notre pays. Très bien, merci Céline et bonsoir chers téléspectateurs. Alors effectivement, je travaille au cabinet KMC, qui est un cabinet d'audit, de conseil, d'expertise comptable, de fiscalité et d'executive training. L'executive training, c'est la formation des cadres en activité. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de lancer la finance islamique au Niger comme faisant partie de notre projet d'entreprise. Alors, KMC, si je dois vraiment le résumer en un concept, je dirais que c'est un cabinet de jeunes, parce que le plus âgé a 33 ans, l'âge moyen est de 27 ans. Donc un cabinet de jeunes, dynamique, structuré, tourné vers l'avenir, porté par l'excellence et destiné au meilleur, j'ai envie de dire. Nous intervenons depuis le Niger. Alors une seconde, parce que c'est important ça. Okay, vas-y. Nous intervenons depuis le Niger, mais cette année par exemple, nous ouvrons des bureaux au Sénégal, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Alors c'est un cabinet de droit nigérien au départ, c'est ça? Exactement. Et qui est en train de se développer. Qui est en train de se développer. Ça c'est une bonne chose parce que bon, ça montre aussi que nos entreprises nationales peuvent aller conquérir d'autres marchés. J'aimerais juste revenir sur un aspect important et qu'il faut souligner. Tu disais que KMC est un cabinet de jeunes. Alors, je t'ai laissé définir, mais quelqu'un m'aurait dit que Kader est expert comptable.
ou bien tu vas me préciser, hein, oui. Et tu fais partie de plusieurs experts comptables, c'est cela? Oui. Ok, explique à notre jeunesse comment on arrive à être expert comptable avant ses 30 ans. Je pense que ça c'est intéressant. Oui, alors l'expertise comptable, francophone en tout cas, est un diplôme de bac plus 8, un peu comme un doctorat, que vous faites après le bac dans des écoles spécialisées. Moi j'ai eu la chance d'étudier en France, où je suis allé très vite, j'ai pu finir en 6 ans au lieu des 8-9 qui sont demandés. Alors tu es parti, tu as eu ton bac en quelle année? J'ai eu le bac en 2003, comme tout le monde, à 17-18 ans, à Niamey. Okay. Et je suis allé en France, et 6 ans plus tard, j'avais mon diplôme, je l'ai eu à 25-26 ans. Okay. Et, mais c'est beaucoup de chance, hein, je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas parce que trop de choses se sont passées, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je ne peux pas développer ça ici, mais c'est d'accord. Ok, on en parlera une autre fois. Voilà. Le plus important, c'est que nous sommes dans une émission aujourd'hui consacrée à la jeunesse, et le message que moi je voulais passer à travers ce petit témoignage, c'est de montrer aux jeunes que tout est possible en fait. Absolument. Rien n'est impossible. Alors parlons justement de ce forum-là où vous étiez il y a encore quelques semaines. Vous avez représenté le Niger, notamment parmi les jeunes qui représentent la sphère économique. Alors qu'est-ce qui s'est passé, cette rencontre avec d'autres jeunes acteurs économiques aux États-Unis? Sarah, tu peux nous en parler un peu en termes d'expérience, en termes d'apprentissage, comment tu l'as vécu toi? Bon, je vais essayer de faire ça pas trop long, mais en un mot, on a la perception avant, on a le pendant et on a après. Okay. Donc avant, quand on partait, oui, on a compris qu'on était assez chanceux, on faisait partie d'un programme assez sélectif. Pour une formation, moi c'était en business comme cadre, donc on savait qu'on allait être envoyé dans des universités assez réputées pour 6 semaines. Donc ça c'est voilà, ça c'est les informations de base. Informations. On sait que c'est une bonne formation, on sait qu'on aura la chance de rencontrer d'autres jeunes comme nous, 25 par université, des bonnes universités, la chance d'apprendre, d'être en contact avec d'autres personnalités qui font des affaires, ce qui est très important dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le avant. Donc maintenant, on arrive là-bas. Et comme nos amis Sani et Rena l'avaient dit, il y a le choc culturel. Moi, à mon niveau, c'était pas tant que ça parce que j'ai déjà été aux États-Unis avant, donc ça allait. Mais mon choc aurait été, en effet, c'est pendant mon expérience parce que c'était quand même assez spécial. Je ne m'y attendais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé auquel tu ne t'attendais pas? Déjà, je ne m'attendais pas à ne pas dormir pendant 6 semaines. Ah, vous ne dormez pas? Oui, non, on ne dort pas. Et les Américains de ce côté, c'est pour ça, chapeau. Qu'est-ce qui se passe quand ils ne dorment pas? Ils travaillent, on travaille, mais c'est ça justement. On travaille, on est frustré, on est content, on rigole. Des fois, on veut juste rentrer à la maison. Mais c'est sûr que c'est rentabilisé. C'est ce que j'aime bien avec l'esprit américain. On rentabilise son temps au maximum. Des fois, tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps inutile en fait. Non, pour eux certainement pas. Bon, c'est vrai que des fois on leur disait bon, on n'est pas non plus des machines. Merci de considérer certains besoins, mais c'est sûr, on a rentabilisé. Et l'expérience que j'ai eue moi, parce que comme j'ai dit, je suis nouvellement dans le monde des affaires. Je viens d'une famille qui est dans l'entrepreneuriat, mais disons... Toi-même en tant que personne qui s'engage... En tant que personne, voilà, c'était pas un milieu qui m'a intéressée, j'y suis rentrée parce que, voilà, moi et ma partenaire, on a vu un besoin auquel on avait envie de répondre en tant que consommateur africain, parce que nous disons que nous sommes les avocats des consommateurs ouest-africains. Ok, alors je vais revenir vers toi. Kader, comment ça s'est passé? Alors Kader, toi, normalement, le stress, tu connais. Un auditeur, c'est un stressé permanent. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas, je pense que tu as dû aussi rencontrer d'autres jeunes comme toi, d'autres auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu? Alors, pour moi, je dirais que l'expérience a été transformative. Voilà, c'est le mot. Parce que on peut dire qu'avant de partir, on avait une idée. Quand on y était, elle était beaucoup mieux. Alors je vais vous donner quelques éléments qui permettent d'apprécier ce commentaire à sa juste valeur. Nous avons eu des cours que je considérais comme les meilleurs cours au monde. Nos profs étaient quasiment tous de Harvard. Les cas qu'on étudiait étaient de Harvard, les mêmes que les étudiants de Harvard ont étudié dans leur dernière semaine. Et vous faisiez ces cours pendant combien de temps?
Alors le cours c'est le matin de 8h à la fin de la journée à 18h avec des énormes livres comme ça. On en avait 3 à lire pendant les 6 semaines, plus des cas qui font au minimum 25 pages et au maximum 50 pages et tu as 2 à 3 cas à lire tous les jours. Donc même quand tu rentres chez toi en quelque sorte, tu n'as pas le temps de te reposer. Et il n'y a pas eu des gens qui ont décroché? Ah si, il y en a beaucoup qui ont décroché. Et ça fait en plus, c'est une partie des meilleurs Africains comme ça on s'est retrouvés. Donc je disais, en matière de connaissances acquises, vraiment la qualité de la formation, les deux de notre niveau. Ceux qui me suivent sur mon compte Twitter ont pu voir un de mes premiers tweets quand je suis arrivé à Chicago. Après le premier cours, c'est de dire, mais il n'y a pas de réponse, there's no right answer. You make your own path, you know, like, c'est-à-dire, à la fin de la classe, j'ai ma position, c'est d'où tu as la tienne est aussi valide que la mienne et nos deux positions en fait, sont aussi valides que les ça incite plutôt à des interrogations, c'est cela. C'est une ouverture d'esprit phénoménale. C'est vraiment, il n'y a pas de chemin comme ça, on te met au sommet de la colline, la plaine est devant toi. Tu choisis le sentier que tu empruntes, l'un dans l'autre tu arrives au chemin. Alors cette métaphore-là, pour un jeune entrepreneur, pour un jeune actif, comment tu l'expliques à terre, ça veut dire quoi? Alors terre à terre, je donne un exemple. Sarah est une jeune entrepreneur. Ici au CIPMEN, on a plein de jeunes entrepreneurs. On fait des business plans, on va chercher des financements, on va faire plein de choses. Ok? Ça, c'est juste la manière dont on sait qu'il faut faire du business. Il y a une approche qui s'appelle le bootstrapping, qui fait que je peux créer une entreprise, par exemple avec 50 000, même moins, et je vais faire de l'argent avec. Oui. D'accord? Oui. Il y a une autre approche qui s'appelle le Lean Startup, qui permet vraiment, c'est comme si sur la viande, tu enlèves tout le gras et tu vas direct à l'essentiel. Il y a une approche qui s'appelle le Maker's Movement. Just do it, comme Nike. C'est-à-dire, ne pense pas trop, vas-y. Ne te casse pas trop la tête. Dans toutes les approches, il y a des succès, des réussites possibles. Tu rajoutes à ça le networking, déjà être avec 25, 24 autres Africains qui sont des plus brillants. Mais vraiment c'est la crème de la crème. Tu apprends tous les jours, chaque interaction est une opportunité pour enseigner ou pour apprendre. Et enfin, le networking avec la communauté financière de Chicago qui est en matière de business. Après New York aux États-Unis, c'est Chicago. Donc on a pu voir Google, IBM, PricewaterhouseCoopers, McDonald's et partout c'est pas le petit bureau mais c'est le siège mondial avec le boss mondial. C'est-à-dire tu me donnes le sentiment que c'est pas 15 minutes qu'il aurait fallu avoir, c'est 1 heure de temps d'émission autour de ces questions. Mais je reviens vers Sarah. Alors Sarah, tu étais au démarrage d'un projet de cosmétiques bio. Alors, cosmétiques bio, tu pars aux États-Unis, tu rencontres d'autres jeunes, tu fais une expérience. Aujourd'hui, quelle est ta perspective? Qu'est-ce que tu dessines comme perspective à partir de ce que tu as appris ou ce que tu as vu aux États-Unis? Déjà, bon, je savais que le chemin serait long, mais bon, maintenant en fait, comme Kader l'a bien dit, ce qui est bien, c'est que quand on va avec un projet, parce que c'est vrai que moi, on commence de rien, vraiment, on est vraiment à la phase initiale. Et ce qui est bien, c'est que quand on va là-bas, on apprend à plus ou moins se faire une idée de comment évoluer, quelle stratégie faire. Et en effet, on a l'avis de 25 personnes qui sont aussi brillantes les unes que les autres et qui sont les meilleurs juges possibles imaginables. C'est très frustrant, on avoue, mais en même temps, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que c'est très frustrant parce qu'ils peuvent te dire la vérité. Ils vous disent tout ce qui ne va pas. Ils vous disent, ah non, pourquoi tu fais ceci alors que tu pourrais faire cela? Mais pourquoi tu te casses la tête à faire ceci, cela? Il y en a, bon, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne commences pas aux États-Unis, ensuite tu fais ça en Afrique, Donc c'est... Et ce que je répondais, en fait, c'est que en même temps, ce qu'on a pu savoir, ce qu'on a pu réaliser, c'est que l'entrepreneuriat, quand on est une petite entité, c'est très difficile. Et on n'a pas vraiment de voix. Donc moi, c'est pour ça que je me sens devenir l'avocate des petites entreprises qui partent de rien et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc là-bas, on apprend déjà que, comme Rihanna l'avait dit avant, ne pas perdre espoir. Il y a toujours une route à prendre. Et maintenant, c'est de savoir comment y arriver. Et quand on tombe, on se relève et on continue, on va de l'avant. Et l'entrepreneuriat féminin, c'est pas... en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas juste on fait de la cosmétique, on vend des produits, ceci, cela, non. C'est aussi un entrepreneuriat engagé. Engagé, exactement, parce qu'on est là pour promouvoir, je dirais, le savoir-faire africain, le made in Africa, parce qu'il faudrait quand même qu'on arrête de voir... Et ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui va se consommer uniquement sur le marché national, mais est-ce qu'il y a des perspectives pour l'exporter?
Mais notre objectif, c'est l'Afrique. Parce que nous, on est là, bien sûr, pour les Africains en Afrique et pour les Africains en dehors d'Afrique, et bien sûr pour le reste du monde, mais c'est eux qu'on vise. Pour moi, je suis là pour la Nigérienne, pour le Nigérien, pour le Burkinabé, pour le Malien, pour l'Africain, parce que c'est un consommateur en tant que tel. Donc qui a droit à des tu reviens un peu plus en forme, un peu plus à les idées en ordre pour mieux attaquer. Alors, on va finir avec Kader, puisque je commençais par Sarah. Alors, Kader, il y a d'autres aspects que je vis dans le programme de ce YALI-là, qui concernent les entreprises, notamment sur les questions de la redevabilité, sur les questions de la transparence et sur les questions du leadership en termes de management. Est-ce que vous avez discuté de ces choses-là? Et aujourd'hui, comment est-ce qu'un jeune leader comme toi peut essayer au cours de lui de transmettre un certain nombre d'aspects sur ces questions-là? Alors absolument, on en a parlé dans nos discussions en classe, on en a parlé entre amis sur le gazon, on en a parlé avec le président Obama lorsqu'il a fait son show devant tout le monde. Le secrétaire Kerry en a parlé, je pense que même la première dame Michelle Obama en a parlé, qu'on a eu la chance de rencontrer à Washington DC. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Nous sommes partis au YALI avec la responsabilité du Niger et je pense que nous avons bien mesuré la chance que nous avons eu d'être sélectionnés parce que nous n'étions certainement pas les meilleurs. Et à ce titre, nous sommes allés prendre, comme j'ai dit, lorsque tu viens de traverser le désert comme un Nigérien et que tu arrives devant l'océan, tu ne vas pas te contenter de remplir un verre d'eau. Tu remplis des conteneurs et tu les traînes au Niger. Nous avons ramené des tonnes de connaissances que nous avons prévu d'aller diffuser partout. Et je vous donne une ou deux initiatives. Avec l'ambassade, on est en train de discuter de faire une caravane pour aller trouver tous nos amis jeunes Nigériens qui ne peuvent même pas venir à Niamey. On va aller les trouver là-bas pour non seulement leur donner ce qu'on a appris, mais également rester avec eux pour essayer d'implémenter ça. Là, j'ai compris, mais finissons par une autre question. Qu'est-ce que nous, Nigériens, nous pourrons apprendre aux Américains? Je pense que, parce que là, on a parlé de ce que nous avons appris, mais vous, quand vous êtes parti en tant qu'ambassadeur de votre pays, je pense que vous avez essayé. Alors, on a frappé très fort. Alors, à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être la plus grande prouesse qu'on n'a jamais réalisée. Vous avez pu le faire ouvrir les yeux sur le Niger. Tu n'iras dans aucune de ces 6 universités, ni tu n'iras voir IREX, qui est l'ONG qui a organisé, ou bien le State Department, les gars qui sont venus visiter les universités, sans qu'ils te disent Niger, these guys are amazing. I'm telling you. Ça, ils sont impressionnants parce que quand ils parlent en anglais, le téléspectateur ne sait pas tout ça. Mais quand ils disent these guys are amazing, ils sont impressionnants. On a essayé de représenter le Niger humblement et on a essayé. Et en montrant aussi toute la qualité. Je te donne pour finir cette particularité du Niger. Le Nigérien, il a le souci de donner aux autres. C'est vrai, même si on ne s'aime pas entre nous, on donne quand même aux autres. Et quand on est allé là-bas, je pense que ça nous a tous animés. Dans notre université, un Nigérien a suggéré, le seul, a suggéré qu'on fasse une journée culturelle pour rendre au campus la culture africaine. Dans d'autres universités, les autres ont fait quelque chose. Chacun de nous a ramené un tableau de la culture du Niger qui trône aujourd'hui dans nos différentes universités. Donc, chapeau, je pense que ça c'est important. En tout cas, dans le message de cette émission consacrée à la jeunesse talentueuse du Niger, c'est vraiment ce type de message positif que nous voulons passer, de dire à notre jeunesse que tout est possible. Absolument. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se donne des objectifs et qu'on ait des initiatives, ça va aller. Et c'est cette jeunesse-là qui peut transformer notre économie et qui peut transformer notre pays. En tout cas, sur ce, je vous remercie, Sarah. Malheureusement, le temps est arrivé. Merci Sarah, merci Kader. À la prochaine. Je pense qu'on va programmer d'autres rendez-vous. Chers téléspectateurs, ravis de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine dans Business Challenge. Bonsoir. Les entreprises qui sont reconnues par leurs actions RSE sont celles qui se sont engagées dans la démarche ISO 26001. Cette démarche ISO 26001, elle a des principes, des procédures et on certifie l'entreprise.
et comme quoi elle a un dispositif RSE. C'est un dispositif. C'est vraiment pas un individu qui est là et puis dans un service où il fait telle chose et on dit qu'ils font de la RSE. Il y a un dispositif qui est là. Donc, maintenant, si une petite entreprise veut se lancer dans une démarche RSE, elle peut voir le process de disposer d'une certification ISO 26000 comme coûteux, comme onéreux, vu son chiffre d'affaires ou bien vu sa dimension d'activité. Là, à ce niveau, elle peut organiser une équipe en son sein et qui fait un RSE, mais qui n'est pas certifiée. Cependant, la réponse sociale, l'acceptation sociale de cette entreprise permet aux autorités, aux communautés ou bien aux tiers de savoir que cette entreprise est responsable, elle applique de la RSE. Et là, en ce moment, la certification, on dit, elle est communautaire. Les spectateurs, j'espère que vous avez bien suivi et apprécié ces échanges, les différents échanges que nous avons eus dans le cadre de cette émission consacrée à la jeunesse entreprenante du Niger. Bien évidemment, nous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour la rediffusion de cette même émission, mais aussi restez avec nous tous les samedis à 22 h sur Bonferré pour continuer à suivre et apprécier l'émission Business Challenge. Vous pouvez désormais nous envoyer vos commentaires et suggestions à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook pour nous laisser vos commentaires ou bien vos suggestions par rapport à l'émission, mais par rapport aussi aux thématiques ou bien à la manière dont vous souhaitez que nous le traitons. En tout cas, nous sommes au service de notre économie et de notre société. Nous restons ouverts et à l'écoute. À très vite sur les réseaux sociaux pour plus d'échanges. Bonsoir.